On va retrouver le cyclone. Et pour ça, il y a quelques outils pratiques pour diminuer la charge mentale et pour finalement faire le point sur son mode de fonctionnement à titre personnel, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique et donc sur le plan professionnel également. Donc, le stress. Alors, pensez bien tous à couper vos micros en bas à gauche, s'il vous plaît. Alors, le stress, qu'est-ce que c'est et de quelle manière ça se répartit en particulier dans la profession de chirurgien-dentiste? Ça concerne, la profession de chirurgien-dentiste est particulièrement exposée au stress et au burn-out défini cliniquement à hauteur de 60% des chirurgiens-dentistes qui, en France, ont au moins un critère de burn-out, de surmenage professionnel. Les médecins généralistes, c'est environ 40%. Et parmi ces 60%, il y a 12% qui sont en incapacité d'exercer leur activité à cause de cette surcharge psychologique et cette incapacité donc, à continuer. Une étude clinique en 2014 a montré à peu près que 3 millions de Français sont touchés par le burn-out. On entend beaucoup parler de qualité de vie au travail, tous les problèmes sociaux, médico-sociaux qui arrivent dans les entreprises. Et l'activité de chirurgien-dentiste en libéral est une entreprise, souvent auto-personnelle ou avec quelques salariés, mais qui expose particulièrement, pour les raisons qu'on va voir précisément, à ce surmenage et au burn-out. Le burn-out, ça atteint surtout les professionnels de la relation d'aide, puisque par certains mécanismes dont on va parler, il y a une empreinte, une résonance émotionnelle qui s'effectue entre le praticien et le patient, et qu'il y a une forme de porosité donc, qui va faire en sorte que, assez rapidement, le praticien va subir les charges émotionnelles de son patient et que tout ça va s'accumuler sous forme de micro-traumatismes qui vont aboutir à un moment ou à un autre à une combustion à l'intérieur. Le burn-out, c'est véritablement se consumer de l'intérieur par le stress qui n'arrive plus à s'évacuer. Ça, ce sont les chiffres des caisses de retraite. Les troubles liés au stress sont une cause fréquente de retraite anticipée au sein de la profession dentaire. Alors, le métier de dentiste, c'est un métier difficile et qui a, globalement, dans l'inconscient collectif, et même souvent de manière consciente, une image détestable, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est lié, ce métier difficile est lié à la profession, la lumière, les cialytiques, la fatigue visuelle, l'éblouissement, le bruit, les aspirations, les compresseurs, les téléphones, les turbines. 40%, tout ça, ce sont également les chiffres des caisses de retraite. 40% des praticiens déclarent avoir des problèmes d'audition, les chiffres de médecine du travail. Des problèmes de posture, puisque ce n'est pas une posture très ergonomique, donc problème de mal de dos, de cervicalgie, de douleurs articulaires, vertébrales. Le rythme de travail, les horaires, les urgences, l'imprévu, la fatigue qui s'accumule, les problèmes de santé qui vont s'empiler les uns sur les autres et faire en sorte qu'à un moment, au niveau physique, au niveau psychologique, il y a une surcharge. C'est également lié à l'acte clinique, la peur de mal faire, le perfectionnisme, les erreurs techniques, la contrepartie médico-légale et cette pression permanente, finalement, cette épée de Damoclès qu'on a de se retrouver à devoir à un moment ou à un autre rendre des comptes sur le résultat, enfin sur l'activité de soins. La nature répétitive de certains actes qui va aboutir à une perte d'envie, finalement, à un émoussement du plaisir d'effectuer son métier. Ça, c'est valable également pour beaucoup d'autres professions. L'absence de reconnaissance, tout le poids donc, des décisions, la routine, la solitude, confrontation à l'anxiété, la douleur et la plainte, puisqu'on est dans la relation d'aide. Donc, ce sont des patients qui sont en souffrance physique, mais très souvent en souffrance psychologique également, une notion de stress qui va, c'est le sujet d'ailleurs de l'exposé, qui va s'exprimer de différentes manières sous forme de colère, d'agressivité, mais quelle que soit la manière dont ça va se décliner, on arrive toujours
au problème de la peur, d'abord du patient, puis assez souvent du praticien, je vous dis, par ce phénomène de résonance. Ces difficultés sont liées également à la gestion du patient, donc l'aspect commercial du métier, parce qu'une entreprise libérale à faire tourner, la gestion des patients difficiles ou non coopérants, refus des plans de traitement, par exemple, les incivilités, les retards, les impayés, fréquentation quotidienne des personnes anxieuses qui sont tendues, donc qui sont crispées. Hein. Le problème également avec les enfants, les pleurs, les cris, la relation, la triangulation avec les parents, qui n'est pas toujours simple. C'est lié également à l'organisation du travail, donc pour certains, le travail sans assistante, la répartition de la charge de travail, c'est lié également à la gestion d'un cabinet en libéral, la pression financière, le conflit avec le personnel, les associés, les administrations de façon générale, les caisses. Tout ça peut aboutir donc au tableau de burn-out, qui est un état physique et mental lié à la surexposition au stress, à la multiplicité des tâches, et ces micro-impacts psychologiques, ces micro-traumatismes qui vont de manière subliminale ronger, impacter la capacité d'encaisser, à faire face, hein, les anglo-saxons appellent ça le coping, la possibilité de faire face, justement, trouver des ressources. Et ça va fondre plus ou moins vite en fonction du degré de résilience de la personne. Et on définira ce terme plus tard. Et ça peut aboutir donc à une accumulation. Il faut considérer le psychisme humain comme un espace clos, et ces émotions négatives qui rentrent, si de façon active, on ne les fait pas sortir, on ne les expulse pas, elles vont rester, elles vont s'accumuler et provoquer ces phénomènes de combustion, donc ce burn-out. Il est très important, véritablement, c'est une des clés de compréhension et d'action, bien sûr, parce qu'après avoir compris, on va passer à l'action, on va proposer des clés d'action pour justement pouvoir se débarrasser de ces émotions négatives, c'est de mettre de la conscience sur le fait que c'est une installation insidieuse, c'est très très insidieux, on ne s'en rend pas compte. Les gens fonctionnent, on va voir qu'il y a une phase de résistance, et à un moment ils s'effondrent. Et ça peut rester longtemps inapparent pour l'entourage, et même pour le sujet lui-même, qui continue à être dans la surchauffe, et qui va installer des mécanismes de compensation pour chercher à... C'est une fuite en avant, en fait, et se fait souvent rattraper par la patrouille, si je puis dire. Il y a donc 3 axes de manifestation. C'est un épuisement émotionnel avec de la fatigue, une asthénie majeure, un sentiment de dépersonnalisation, c'est-à-dire des attitudes négatives, voire hostiles. C'est des gens qui peuvent piquer, par exemple, une colère totalement imprévisible en se disant « mais qu'est-ce que j'ai fait pour me mettre dans cet état ?» Vis-à-vis donc de l'entourage, des patients également, hein, une forme de cynisme des changements des troubles du caractère qui peuvent être récurrents. Et c'est ce sentiment puissant d'inaccomplissement personnel, une baisse de l'estime de soi, qui peut aboutir donc à un tableau assez sévère. Alors, il y a environ 4 phases. La première phase, c'est l'équilibre professionnel. Ça concerne à peu près donc 40% des personnes qui, même s'ils font des incursions dans ces phases d'alarme, éventuellement de phases de résistance, vont globalement avoir les ressources pour retourner vers cet équilibre professionnel. Dans les 60%, on a à peu près 3 phases réparties différemment. Il y a la phase d'alarme, donc, qui est quand même très fréquente. On va voir quelle est sa dynamique, sa propre dynamique. Il faut noter que plus on va vers la droite, finalement, vers le burn-out caractérisé, moins il est facile de retourner en arrière. Donc, on fait des allers-retours régulièrement entre ces phases d'alarme, ces phases de tension et l'équilibre professionnel. Et puis, quand on est dans la phase d'alarme trop longtemps, à un moment ou à un autre, on arrive dans la phase de résistance, donc une phase de lutte interne, souvent inconsciente, contre ses propres peurs et ce sentiment justement d'être submergé et de courir toujours après quelque chose qui finalement nous échappe. Et puis la dernière phase, c'est la phase de burn-out, d'effondrement, d'épuisement psychologique caractérisé, dans lequel il est extrêmement, une fois qu'il est installé, extrêmement difficile de retourner. Donc cet équilibre professionnel, l'efficacité de la prévention est bien sûr maximum dans cet état-là, et c'est aussi l'objet de cette présentation, c'est-à-dire mieux vaut prévenir que guérir.
Et il y a un certain nombre de clés, d'outils qu'on va voir pour prévenir le passage aux phases ultérieures. Donc cette phase d'alarme, la limite, elle est vraiment vite franchie. C'est difficile de dire que personne ne l'a jamais franchie. On a tous franchi plusieurs fois, certainement, avec un déséquilibre émotionnel et physique, un surmenage. La charge mentale n'est plus évacuée ni le soir, ni même le week-end, éventuellement pendant les vacances, les phases de transition, mais c'est plus difficile. L'altération de la prise de décision. On a tellement le nez dans le guidon que ça devient compliqué des fois d'avoir du recul, surtout quand il y a une difficulté technique, par exemple, ou relationnelle, ou les deux. Et puis la phase de résistance, avec des envies fréquentes de tout plaquer, de tout abandonner. Toute contrariété est vécue comme insupportable, même quelque chose d'anodin qui d'habitude aurait pu être tout à fait passé comme ça, glissé finalement sur la personne, sur le praticien. Et puis ça envahit, ça concerne le travail, la famille, avec le début et souvent la permanence d'une atteinte somatique, des douleurs, des insomnies, des douleurs de l'appareil locomoteur, des troubles de l'humeur, agressivité, angoisse permanente. Les compensations, elles sont vite arrivées finalement, parce que c'est un état de noyade émotionnelle. L'alcool, la nourriture, on sait que le cortisol, qui est massivement relargué dans ces phases de stress, ces phases de résistance, accroît la prise alimentaire, ça c'est biochimique, c'est physiologique. Donc tout ce qui va couper finalement ces émotions de manière artificielle, l'alcool, la nourriture, le tabac, etc. La limite entre la prévention et le traitement pour le praticien, il y a déjà un pied finalement dans quelque chose d'installé. Bonjour à tous, monsieur Bitbol. Et souvent, ça prend des mois. Cette phase ensuite d'épuisement, la phase ultime, il y a une dépression, un risque suicidaire. Alors il y a sur le plan psychiatrique des nuances entre la dépression, le burn-out. Il ne faut pas finasser. C'est-à-dire la dépression est une maladie grave, est une maladie mortelle par le risque imprévisible de passage à l'acte. Donc ça, c'est quelque chose de très important et il est hors de question de passer justement quand ce diagnostic est posé, outre une prise en charge médicale et psychiatrique. L'anxiété donc généralisée, le risque de toxicomanie, les retentissements sur le corps, donc des douleurs articulaires, les insomnies, les troubles digestifs, etc. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a bougé. Je reviens donc sur ma diapositive. Je ne sais pas qui est-ce qui a la main là sur ma. Allô? Donc, je reviens sur mon schéma. C'est donc difficilement réversible. Il y a la nécessité absolue de prendre d'avoir une prise en charge médicale, médico-psychologique. C'est absolument indispensable. Mais encore faut-il le reconnaître, cet état. Alors, qu'est-ce que nous apportent les neurosciences pour la compréhension finalement du stress et des clés pour pouvoir agir, pour contrer, pour réverser autant que possible et prévenir cet état d'épuisement? Alors, il y a 3 phases de stress, je vais passer rapidement là-dessus. Hein. La phase d'alarme d'abord, donc résistance, épuisement, on l'a vu. Je ne sais pas qui est-ce qui a la main sur le diaporama, si vous pouviez arrêter de faire ça. C'est bizarre. Philippe, oui, c'est bizarre parce que normalement, personne n'a la main. Oui, effectivement, je vois. Ou alors, il y a eu un partage de. Ouais. Il y a marqué micro. Il y a quelqu'un qui s'amuse en fait avec le tableau blanc. Donc, on est hacké là. Hop, on va faire ça. Quelqu'un qui demande à avoir le micro, mais on ne donne pas le micro pendant la conférence de Philippe, on les donne après. C'est moi qui ai enlevé la conférence là. Hop. Monsieur Abitbol, je suis désolé, mais on ne vous donnera pas le micro et on va devoir vous exclure. Donc, je vous préviens, je vous sors et vous ne pourrez pas revenir.
Voilà. Bah, vous pouvez continuer, reprendre la main. Normalement, je l'ai exclu. J'espère qu'il ne reviendra pas. Mais ça arrive régulièrement qu'il y ait des petits malins qui aiment prendre la parole ou qui parfois nous montrent des choses bizarroïdes sur les écrans. Donc, on est obligé de D'accord. surveiller. Bon, jusque-là, ça Mais on va. ne peut pas Alors, tout contrôler, malheureusement. C'est un des défauts. on aurait pu s'attendre. Mais c'est bizarre qu'il ait pu prendre la main parce que Bon, normalement, en fait, je m'aperçois, à un moment, j'ai vu un message et je pense que c'était demande à avoir accès à votre écran ou Ah, etc. J'ai dû faire oui juste pour m'en débarrasser. Je pense que c'est ça qui a fait le. d'accord. Et j'ai vu un pop-up, quoi. Alors, je reprends. bon courage, merci. Merci Philippe. Merci Romain. Donc, les 3 phases de stress qu'on vient de voir, qu'est-ce qui se joue finalement sur le plan biologique? Donc, le stress arrive au niveau des structures encéphaliques, va se répercuter dans les noyaux gris centraux, on va voir tout ce qui se passe, et libérer sur le plan donc, biochimique, d'abord l'activation du système nerveux végétatif, avec dans une première phase les glandes surrénales, la médulo-surrénale avec la production d'adrénaline, et dans la deuxième phase, qui souvent se croise et arrive assez rapidement, la sécrétion de cortisol, donc par la cortico-surrénale, qui va donc aboutir à un certain nombre de conséquences dans l'organisme sur lesquelles on reviendra. Alors, le stress, il y a 3 manières de réagir au stress. Ça, c'est propre aux mammifères, au cerveau des mammifères. L'animal de laboratoire réagit de cette manière. Si vous avez vu par exemple le film tiré des travaux d'Henri Laborie qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, c'est assez ancien, hein, 1980, avec Gérard Depardieu, on montre très bien cette illustration finalement de tout ce qui se passe finalement. Donc, premièrement, quand on a un stress, et ça c'était valable pour, je vous dis, pour un animal comme pour nos ancêtres très éloignés, on va fuir. C'est le fly, la fuite devant le danger. Ce qui est une réaction tout à fait saine, puisqu'elle aboutit à l'évitement du danger, quand on y parvient, et ça aboutit, ça restaure assez rapidement l'équilibre physiologique de l'organisme soumis à ce stress, parce que donc l'adrénaline et le cortisol va revenir à un état normal qui va faire que l'organisme va reprendre son fonctionnement équilibré. La deuxième possibilité, quand on n'a pas la possibilité de fuir, c'est le combat. Là aussi, ça libère une quantité d'énergie. Et le cortisol est là aussi pour augmenter la glycémie, faire bref, un certain nombre, tout comme l'adrénaline, pour effectuer un certain nombre de transformations physiologiques dans le corps qui vont permettre à la fuite et au combat de s'effectuer dans les meilleures conditions et d'aboutir donc ensuite à un équilibre. Et quand ce n'est pas possible, c'est-à-dire quand on ne peut ni lutter ni fuir, on va arriver dans le freeze, l'inhibition de l'action. C'est comme le lapin qui voilà, ne sait pas s'il doit fuir pour se faire attraper par le regard du prédateur ou rester comme ça, au risque également de se faire avoir. Donc on arrive dans l'inhibition de l'action à un déséquilibre. Pourquoi? Parce que dans cette vision de psychisme humain en vase clos, l'énergie finalement utilisée pour la fuite ou le combat va rester à domicile, va rester enfermé et va donc s'utiliser contre le sujet lui-même. Et c'est pour ça qu'on aboutit à une combustion. Si ce feu de l'action qu'on va mettre dans les muscles, par exemple, pour fuir, qu'on va mettre dans les muscles pour combattre, ne peut pas s'exprimer, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ça va rester en vase clos dans l'organisme et ça va réaliser une combustion interne, d'où le terme de burn-out. Alors, rapidement, c'est ce qui se passe. On voit la phase d'alarme, c'est l'adrénaline, mobilisation des ressources, la médulo-surrénale est en route. Ensuite, c'est le cortisol, la cortico-surrénale. Et puis, on arrive quand tout ça, quand on ne peut plus fuir finalement, parce qu'on a fui tellement longtemps qu'on se fait rattraper, ou que le combat, on a perdu le combat, on arrive dans une phase d'épuisement avec un dysfonctionnement de l'organisme et du psychisme. Et ça aboutit donc à ce phénomène d'inhibition de l'action. Mais ça peut être effectivement tout de suite si on ne peut ni fuir ni combattre. Et donc, je tiens ce terme d'Henri Laborie avec le livre qu'il avait écrit il y a quelques années. Ce mécanisme donc, est très fréquent. Je vous ai dit, le burn-out, c'est très insidieux. C'est difficile à percevoir.
c'est facile à percevoir dans quelque chose de caricatural. Le problème, c'est ce phénomène de combustion interne progressive. C'est vraiment une mort au travail par petit feu. C'est une corrosion de l'ensemble du psychisme humain et même du système nerveux central. On va voir la répercussion, par exemple, sur la taille de l'hippocampe du cerveau, à l'image finalement d'une corrosion sur un ouvrage métallique. Alors, l'inhibition de l'action, on la vit au quotidien par une culture de la peur. Je fais une digression, mais c'est exactement le même mécanisme entre ces tensions, ces énergies négatives, ces peurs qu'on côtoie au quotidien quand on est soignant. Mais c'est également la même chose dans les infos. Cette culture de la peur, ou les mécanismes neuronaux de la peur, ils sont conditionnés, ils sont mis en œuvre, et tout ça, c'est souvent à notre insu. Par exemple, le fait d'avoir comme ça, en mondiovision, un traumatisme à l'échelle planétaire va impacter un certain nombre de choses dans le spectateur qui voudrait symboliquement pouvoir échapper à ça, parce qu'il est dans ses énergies quelque part. Et c'est ce que Gurdjieff appelait les nourritures d'impression, c'est toutes les relations toxiques, toutes les mauvaises nouvelles, tout ce qu'on voit qui nous stresse. Et si on n'a pas la possibilité, parce que quand c'est situé à l'extérieur de nous, on n'a pas la possibilité d'agir dessus, on se retrouve dans l'inhibition de l'action. Même si c'est une action symbolique, on ne peut rien là-dessus. Donc, soit on coupe cette source d'énergie négative, soit on va libérer son stress d'une autre manière. Mais encore faut-il en être conscient. C'est pour ça que c'est très pernicieux parce qu'on se laisse imprégner par toutes ces mauvaises énergies, ces énergies de tension. Alors, l'impact du cortisol sur l'hippocampe, ça décroît très nettement la population neuronale, ça grille littéralement les neurones hippocampiques. On voit ici un témoin contrôle et puis subordonné dans un modèle de stress social chez l'animal. On voit les dendrites, c'est-à-dire des parties de certains neurones qui sont complètement brûlées littéralement par le stress cortisolique. C'est donc une réalité anatomique, neuroscientifique. Les gens qui ont des dépressions chroniques, on les a passés à beaucoup, des centaines et des centaines de patients en IRM de haute définition, en mesurant très précisément le volume de l'hippocampe, et ils ont très significativement un hippocampe beaucoup plus petit que les gens, la population témoin sans dépression. Alors le stress, c'est lié beaucoup à ce centre de la peur qu'on appelle l'amygdale cérébrale, donc est situé à la face interne du lobe temporal. Il y en a deux, c'est un organe symétrique. Et ça, c'est une IRM fonctionnelle où on va petit à petit, ça c'est un papier, il y en a plein des papiers comme ça, de neurosciences qui montrait sur l'anxiété lors d'une conférence, le fait de parler en public, la phobie sociale, l'activation de l'amygdale donc au fur et à mesure de l'arrivée de l'événement, et on est quand même dans cette phase, alors je détaille en quelque sorte cette courbe qui a été mesurée sur une IRM fonctionnelle. Ici, on voit au départ, il n'y a pas assez de stress finalement, hein, on est dans une zone plutôt d'ennui finalement, c'est quelque chose. Ensuite, on arrive dans la zone de performance, on a un stress qui est plutôt optimal, c'est un bon stress, c'est une tension pour être performant, ça active la vigilance, ça active un certain nombre de choses. Et puis après, on bascule assez rapidement dans la zone de décompensation, dans le trop de stress, avec la fatigue, l'épuisement, la désorganisation et les lésions neuronales qui ne vont pas tarder à s'installer et qui sont tout à fait mesurables. Alors on a deux types d'émotions, schématiquement. Les émotions qui sont instinctives, donc les noyaux amygdaliens, elles répondent aux noyaux amygdaliens et puis toutes leurs connexions. Et puis on a des émotions cognitives. C'est lié essentiellement au cortex frontal, la partie très antérieure du cortex frontal, avec plusieurs subdivisions dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais voilà, on va voir que ça a des applications dans les outils qu'on peut utiliser contre le stress qui sont très pratiques. Donc, retenez les émotions instinctives et les émotions cognitives. Et cette régulation du stress, ça va être l'objet de la suite de l'exposé. On va, pour les émotions instinctives, utiliser donc quelque chose qui va plutôt agir au niveau du système nerveux végétatif, quelque chose d'assez corporel, donc la respiration, une fonction physiologique bien sûr vitale, indispensable à l'être humain. Les modulations qu'on va pouvoir obtenir au niveau du système nerveux végétatif, on est dans l'instinct, et puis une technique particulière qui est la régulation émotionnelle, dont je vous parlerai un peu plus longuement, on appelle ça, TIPI, c'est un acronyme,
qui va utiliser une libération par voie sensorielle des émotions négatives. Donc, on peut agir à ce niveau-là ou à un niveau cognitif par plusieurs techniques d'hypnose. Il y en a plusieurs. Il y en a également plusieurs techniques de méditation, plusieurs approches de la méditation, le travail d'intériorité. Et j'ai rajouté également les thérapies cognitivo-comportementales et puis un certain nombre, bien sûr, de psychothérapies que je ne détaillerai pas. Je ne vais parler que des outils que l'on peut utiliser par soi-même, qui n'empêchent pas, bien sûr, de se faire aider, mais des choses qui, en parfaite autonomie, c'est vraiment un des mots-clés de la prise en charge, c'est un des mots-clés d'ailleurs de la relation d'aide, c'est rendre le sujet autonome. Et on peut être autonome. Il est important d'être autonome avec ces outils pour la régulation du stress et des émotions négatives. Rapidement, ce cortex préfrontal a un certain nombre de connexions qui sont de mieux en mieux comprises. On est encore loin de tout savoir, bien sûr, sur le fonctionnement du cerveau. Et on va voir qu'il va se connecter à certaines fonctions corticales, mais également à des fonctions sous-corticales comme l'amygdale. Ici, ça, c'est intéressant parce qu'on voit une interaction entre ces deux types d'émotions, les instinctives et les cognitives. Le cortex préfrontal inférieur en particulier, c'est une sorte de commutateur. C'est quelque chose qui va nous permettre de freiner ces automatismes mentaux. C'est la raison sur la passion, sur le plan philosophique. Ça va bloquer les automatismes mentaux pour activer une pensée qui sera plus discursive, plus logique. On dirait en hypnose, sortir de notre transe négative pour arriver à faire fonctionner son cerveau de manière tout à fait logique, tout à fait cartésienne. Donc, le support de tout ça existe et ce schéma a pour vocation donc, de vous le résumer. Donc, il y a vraiment plusieurs structures importantes. Il y a l'amygdale, donc un rôle sentinelle au niveau des émotions. C'est la structure de la peur et de l'agressivité également. Et l'hippocampe, qui est la structure de la mémoire, qui va, un des éléments principaux de la mémoire, qui se charge de mettre en mémoire ces émotions, et éventuellement, de façon parfois inappropriée, à les ressortir. C'est le cas, par exemple, des phobies. Et toute cette région sous-corticale, amygdale-hippocampe, c'est un complexe, un duo qui fonctionne toujours ensemble. Ces zones sont connectées au cortex frontal et il y a une boucle qui s'installe et avec des régulations possibles. Et les techniques qu'on va voir, en particulier la méditation, l'auto-hypnose, permettent de moduler de façon très puissante, de façon également mesurable, ce lien entre ces structures corticales et ces structures d'instinct, comme l'amygdale par exemple. Donc le cortex préfrontal, ça aide à garder le contrôle des émotions à la tête froide. Et la tête froide, dans un burn-out, dans une combustion, c'est toujours intéressant. La neuroplasticité, je vais passer rapidement. On disait, on écrivait et on enseignait même dans les facultés que les neurones ne se divisent pas. On est avec un stock et puis au fur et à mesure, ça diminue au fil du temps. On sait que ce n'est pas vrai depuis les travaux d'Elizabeth Gould en 1992, où elle a mis en évidence dans un hippocampe adulte des nouveaux neurones. Et ça a même été quantifié jusqu'à 800 neurones chez l'être humain, 800 nouveaux neurones par jour dans l'hippocampe. Donc une neurogénèse qui est particulièrement active et qui est extrêmement sensible à un certain nombre de facteurs de l'environnement, l'exercice physique, à l'inverse, le stress et le cortisol est particulièrement friand de ces nouveaux neurones et va les décaper très très sûrement. On a véritablement, ça grille les hippocampes, le cortisol. Un environnement stimulant, bien sûr avec des stimulations joyeuses, constructives, une alimentation équilibrée, je pourrais dans les questions-réponses éventuellement continuer à discuter là-dessus, tous les facteurs de risque cardiovasculaire, si c'est équilibré ou si c'est déséquilibré, ça augmentera ou ça diminuera respectivement la neuroplasticité, les hormones, la dopamine, la sérotonine, on va avoir les hormones du bonheur, l'alcool, la morphine, l'héroïne, tous les toxiques vont bien sûr profondément altérer ces structures. Les antidépresseurs aussi, au long cours, ont tendance à augmenter le volume de l'hippocampe. Il y a des études avec le Prozac qui montrent qu'à partir de quelques semaines, quelques mois, ça regonfle les hippocampes, si on peut dire, parce que la repousse neuronale se fait. Donc, vous voyez que c'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est quelque chose, un fait anatomique, un fait mesurable. Donc,
je vous renvoie rapidement à deux, il y en a plein d'autres, hein, mais deux livres d'un psychiatre et psychanalyste canadien qui a écrit « La pensée peut modifier la structure matérielle du cerveau au niveau microscopique, car le cerveau ne cesse de s'adapter, si bien que même le dialogue thérapeutique, même l'imagination peuvent modifier notre cerveau. » Et là, on en revient à ces outils de travail d'intériorité, ce travail sur l'imaginaire, particulièrement mis en évidence grâce à l'hypnose, où justement, on va voir que par nos pensées, on modifie certes notre réalité intérieure d'abord, puis extérieure ensuite, mais également on modifie notre cerveau. C'est-à-dire qu'on a une modification, une augmentation anatomique, de la même manière qu'un exercice physique va faire prendre de la masse musculaire, et bien le travail de l'imagination, le travail du muscle de l'imagination va faire en sorte qu'on va être de plus en plus performant dans l'utilisation de cet immense réservoir de ressources que représente notre imagination, ce réservoir infini. Alors, les neurones miroirs, c'est quelque chose de très intéressant qui, depuis 1996, a intéressé vraiment beaucoup de neuroscientifiques, et encore maintenant, ça me permet de dire qu'on peut dire que notre cerveau fonctionne en Wi-Fi. Si je discute et que je m'entends bien avec quelqu'un, les mêmes zones s'allumeront dans nos deux cerveaux. Ça, c'est montré par des expériences d'électrophysiologie. C'est comme ça au départ que ça a été mis en évidence, avec des électrodes implantées dans le cerveau. Et ça a été depuis largement mis en évidence par des études en IRM fonctionnel. Alors, le rôle, il est attribué dans beaucoup de fonctionnements. C'est discuter de savoir s'il y a des neurones miroirs, si c'est vraiment des neurones à part. C'est probablement pas le cas. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a, pour pas mal de populations neuronales, une fonction miroir qui s'active dans un certain nombre pour un certain nombre de fonctions physiologiques. Donc, dans la compréhension des intentions, l'empathie, les émotions sont contagieuses, et c'est principalement beaucoup par les neurones miroirs que ça passe. La compassion, l'apprentissage par imitation, la communication non verbale, le fait d'avoir une certaine posture, par exemple en tant que praticien, va activer les neurones miroirs du patient pour faire passer de manière non verbale un sentiment de bien-être, par exemple, de sécurité, d'humour. À l'inverse, on ne peut pas ne pas communiquer la position de notre corps qui va suggérer de façon non verbale la tension, la crispation, la peur, la lutte, l'énervement, va de façon quasiment obligatoire, par le biais de ces neurones miroirs, se transmettre à l'interlocuteur, en l'occurrence un patient. L'imitation et les liens sociaux, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez puissant dans les mouvements collectifs, dans les réactions du domaine, qui relèvent du domaine de l'instinct, dans les foules. Et c'est pareil, bien sûr, dans une relation singulière entre deux individus. Donc ces neurones miroirs ressentent l'autre, et ils côtoient les neurones moteurs qui permettent d'agir. Rappelez-vous l'image de la personne en face des Twin Towers. Le fait justement d'avoir une émotion forte, connotée en tout cas négativement, devant nous, et de ne pas pouvoir agir, va mettre la population neuronale qui est juste en contact de ces neurones miroirs en position d'inhibition de l'action. Et donc provoquer un stress et un déséquilibre tel que Henri Laborie nous l'a montré. Et c'est le problème de pas de passage à l'action qui fait qu'on reste dans l'inhibition de l'action. Et donc, une des grandes leçons qu'on peut avoir de l'explication de la physiopathologie du stress, c'est qu'il faut évacuer ce stress, il faut que ces émotions sortent. Sinon, on est dans l'inhibition de l'action et on active à un moment ou à un autre cet engorgement de tous les systèmes de protection et cette combustion intérieure. Ça passe également donc, par des phénomènes non pas neuronaux, non pas synaptiques, mais humoraux, hormonaux, les molécules du bonheur. Il y en a plusieurs. Une qui est très étudiée actuellement, c'est l'ocytocine, c'est l'hormone du lien. C'est une hormone qui a un pouvoir anxiolytique extrêmement puissant. Ça diminue l'activité de l'amygdale, la production d'ACTH, donc elle-même, s'il y a moins d'ACTH, il y aura moins de cortisol, beaucoup moins. Ça facilite nettement le sentiment de sécurité. Je parle de la sérotonine également, qui est un antidépresseur, puisque beaucoup d'antidépresseurs, comme par exemple le Prozac, sont des inhibiteurs, on va dire indirectement des stimulateurs de la sérotonine. Et il faut savoir que
la sérotonine est produite seulement à 5% dans le cerveau et à 95% dans l'intestin. C'est pour ça que l'équilibre alimentaire est quelque chose d'important aussi. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'intestin le deuxième cerveau. Les endorphines, avec cette sensation de plaisir, hein, un des mots-clés de l'imaginaire, du cerveau humain, et la dopamine qui est la motivation. Tout ça, c'est en berne, c'est HS dans les états de burn-out. Il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de plaisir, il y a de la dépression et il n'y a plus d'ocytocine. La notion de résilience, rapidement, c'est la vitesse avec laquelle on surmonte ces difficultés. Qu'est-ce qui facilite la résilience? Le soutien psychologique externe. C'est important d'abord de voir, de regarder notre détresse psychologique, nos problématiques, nos blocages. Si on n'a pas de conscience dessus, c'est impossible de se faire aider, de demander de l'aide, parce que justement, ça va continuer à bas bruit. C'est pour ça que c'est insidieux à poser des problèmes. Ce qui facilite également la résilience, c'est le fonctionnement mental riche, avec souplesse des mécanismes de défense, la richesse de l'espace imaginaire, la prévention de ce travail d'intériorité, que ça passe par quelque chose, une dimension artistique, une dimension de méditation, une dimension spirituelle, religieuse pour ceux qui ont cette grille de lecture, peu importe. La qualité donc de la mentalisation. Il y a également un facteur éducationnel avec un faible niveau de stress toxique durant l'enfance. On sait que les enfants devenus adultes sont plus résilients que ceux qui ont été soumis à un stress jeune. Tout ça, ça va baisser l'activité de l'amygdale et ça va plutôt augmenter l'activité du cortex préfrontal pour la régulation de l'apaisement de l'amygdale. Donc, pour résumer, les structures impliquées dans le stress, pour les émotions cognitives, c'est le cortex préfrontal et ce qu'on appelle mode par défaut, on pourra en parler dans les questions-réponses, je vais vous m'attendre dessus. Et pour le côté instinctif, on a l'axe HPA, c'est-à-dire l'axe cortisolique essentiellement, hein, l'hypophyse et les corticosurrénales et les surrénales, l'amygdale cérébrale et l'ensemble du système nerveux végétatif, bien sûr, l'un étant le support des autres. Alors, voilà sur ce résumé, sur ce coup d'œil assez rapide, mais gardez bien en tête les principaux mots-clés qu'on a mis en évidence pour voir quels sont les outils qu'on peut utiliser avec le plus d'autonomie possible dans notre vie pour se libérer de la charge mentale. Rapidement, on peut considérer l'être humain selon les différentes actions, les interventions thérapeutiques selon ce triangle inversé. Pourquoi inversé? Parce que plus c'est subtil, moins c'est matériel, plus c'est puissant. C'est ce qu'on vérifie par exemple dans l'armement. Au début, nos ancêtres se battaient à coups de gourdin, de coups de poing, de lance, etc. Donc c'est quelque chose de très mécanique. Ensuite, on a eu les armes à feu, et ensuite on a eu l'arme atomique, et puis ultimement l'information, les désinformations, et on sait qu'on peut dresser des peuples entiers, des continents entiers pour des histoires purement idéologiques, quelque chose de purement non matériel, pour des idées, simplement. Il y a eu des génocides qui ont été effectués simplement pour des idées. Donc on voit le parallèle se décline dans plein de choses, pour l'information également. Avant, on avait des parchemins et après l'écriture écrite, imprimée. Et maintenant, on est dans la communication satellitaire et on peut instantanément communiquer avec le monde entier dans quelque chose de purement dématérialisé. Donc, c'est la même chose pour les actions thérapeutiques. La moins spirituelle de toutes les actions, c'est l'action de chirurgie, qui va travailler uniquement sur le corps. Et puis après, on a de plus en plus intégré l'ostéopathie, la kiné, la médecine, qui va s'intéresser à la psychologie et surtout, aussi au corporel, à la physiologie, la psychiatrie, les psychothérapies au sens large, et puis on arrive dans les spiritualités, les philosophies, dans tout cet espace-là, non matériel, mais qui est extrêmement puissant. Comme le stress démarre au départ dans nos pensées et va ensuite se répercuter à l'étage psychologique. On a vu le support neuroscientifique de tout ça, hein, l'hippocampe, l'amygdale, etc., le cortex frontal.
Et puis après, dans le corps, avec le retentissement myocardique, avec le retentissement sur la muqueuse digestive, sur un certain nombre de choses. Donc, plus on va agir en amont de la création de stress, d'abord par la prévention pour l'été qui rentre, mais ensuite pour l'évacuation de ces pensées, quand je dis spirituelles, c'est au sens non matériel. C'est là qu'on va être efficace. Quand ça s'est imprimé dans le système nerveux central, par exemple dans la psychologie, avec un retentissement, avec un stress cortisolique qui est déjà installé, avec un certain nombre de choses qui sont difficiles à inverser, ben, c'est plus compliqué. Quand ça va vraiment dans le corps, qu'il y a eu un infarctus, un AVC, on court après quelque chose qui s'est produit bien en amont. Donc il est important de voir que plus notre action thérapeutique sera non matérielle, plus elle sera puissante. Donc ici, dans cet exposé, je souhaitais vous faire part de quelques éléments, quelques outils. D'abord, on va parler de la respiration. Tout ça est corrélé à l'exercice physique. Ça, c'est plutôt pour le niveau corporel. Le niveau psychologique avec l'hypnose et la régulation émotionnelle, la méthode Tipeee. Et puis pour le spirituel, au sens non matériel, le fait de trouver du sens, d'arriver à recadrer finalement ce qui nous arrive dans la vie de façon générale. Alors les outils qu'on va avoir, c'est d'abord bien sûr et toujours la prévention, mais quand on est dans la phase d'alarme, voire plus, on va utiliser la respiration, la régulation émotionnelle, l'hypnose, la méditation et les approches spirituelles. Donc, la prévention du burn-out, que ce soit pour un dentiste ou un médecin, en tout cas tous les gens qui sont là, rester quand même dans le cadre du soin, va consister donc à faire attention à son environnement, à diminuer les sources de stress, à pouvoir l'évacuer d'abord dans cette fonction physiologique absolument indispensable qui est le sommeil, mais également de façon active dans le sport. Après, ça peut être décliné sous forme de yoga, de tai chi, de tout ce que vous voulez. L'organisation de son cabinet. Là, on parle d'une classification selon les, comment dirais-je, les niveaux logiques, hein, qui sont un système de compréhension pyramidale d'intégration des différents éléments de notre vie. L'investissement, les investissements gratifiants en tant que possible dans le cadre de travail, le matériel, le confort, travailler dans un environnement agréable, on fait attention à la déco par exemple, à un certain nombre de limiter les pollutions sonores, etc. Par notre comportement en tant que soignant, on va 5 semaines de vacances minimum, ça c'est bien montré dans toute la psychologie du travail, il est important, et ça c'est quelque chose qui se décrète au départ, qui se décide et qui s'anticipe. Il ne s'agit pas, une fois qu'on a un agenda hyper blindé avec des rendez-vous à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de prendre 10 jours en plein milieu, une semaine avant. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut déjà avoir la conscience de cette nécessité impérieuse. Il faut ensuite l'organiser et voir avec la secrétaire, l'assistante, les collaborateurs, comment ça peut être mis en place. Mais il faut que ce soit quelque chose d'actif. Gestion de la vie personnelle, apprendre à gérer l'imprévu, les urgences, etc. Voilà, délégation de tâches, par exemple. Hein, on parlait d'hypnose, on va en reparler encore. Par exemple, si le praticien, le dentiste n'a pas envie ou n'a pas le temps de se former par exemple à l'hypnose, ne serait-ce qu'à l'hypnose conversationnelle, c'est quelque chose qu'il peut très bien déléguer à son assistante, qui pourrait s'occuper du fonctionnement émotionnel du patient pendant que lui s'occupe du fonctionnement technique de son acte. Donc tout ça peut tout à fait se répartir et s'organiser utilement. Les capacités ensuite, on reprend du contrôle, nommer ses émotions, c'est bien montré hein, dans tous les stress post-traumatiques en particulier, dans les retours de guerre, de conflits, ou des attentats, que le fait d'exprimer véritablement par la parole, c'est-à-dire de verbaliser sa souffrance, ses difficultés, est de nature à les apaiser de façon très très importante. Donc c'est les groupes de parole, les thérapies au sens large. On n'est pas obligé de se situer dans et d'ailleurs c'est même conseillé, on parle de prévention, hein, c'est quand on est encore dans le vert, dans cette phase d'équilibre professionnel, il est intéressant, quelques intrusions dans la phase d'alarme, mais il est intéressant, il est même indispensable d'aller effectuer un travail sur soi, quitte donc à se faire aider par un professionnel et quelqu'un qui pourra vous accompagner dans ce travail.
Des formations régulières également sont de nature à remettre de l'enthousiasme souvent, parce que ça permet de lutter contre la monotonie, dont on a vu qu'elle était quand même pourvoyeuse de stress pour le cours. L'enseignement, vous pouvez être impliqué par exemple dans votre spécialité, dans plusieurs choses. L'éducation thérapeutique des patients, ça peut passer par des supports pédagogiques, pourquoi pas des webinaires, des parcours, des PDF, des vidéos, etc. Des blogs. L'identité, donc abandonner la dimension de victime, puisque nous sommes à 100% responsables de ce qui nous arrive. Ça, c'est une dimension qui parfois, une notion qui parfois peut être difficile à comprendre et à intégrer, mais il n'y a aucune exception à cette règle. Abandonner la dimension de victime est la première chose. Nous ne sommes pas victimes du monde que nous voyons dans lequel nous vivons. C'est toujours quelque chose. Si nous arrive une difficulté, c'est que quelque chose, une partie de nous-mêmes, souvent inconsciente, l'a laissé rentrer et ne peut pas s'en débarrasser, pour différentes raisons. Pour l'identité, par exemple, le fait de dire, ça c'est un abus de langage assez fréquent dans la langue française, je suis dentiste. Je suis dentiste, c'est-à-dire que ça définit votre identité. Est-ce que sur votre passeport, il y a marqué non dentiste? Alors, dentiste, c'est quoi votre prénom, quoi? Je suis dentiste. Ça veut dire qu'on s'identifie de la même manière que quelqu'un pourrait dire « je suis migraineux », c'est qu'on s'identifie à sa maladie. Alors, on s'identifie à son métier. C'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment, de dire qu'on est dentiste, je suis comptable, etc. Le problème, c'est quand justement il y a trop d'investissement. Les anglo-saxons parlent de workaholic, c'est-à-dire l'addiction au travail, c'est de nature justement à nous mettre dans ces situations-là. Si on s'identifie à son métier, le fait de ne plus être dentiste, ça supprime notre identité. C'est une mort symbolique. Donc, vous voyez comme c'est un lien extrêmement puissant et qui finalement est un lien au sens de quelque chose qui vous attache et qui vous contraint. Donc, il est sous une forme de recadrage verbal, le fait de dire « je travaille comme dentiste », mais votre métier ne définit pas votre identité. Et s'il définit votre identité, eh ben, l'inconscient comprend ça, eh ben, c'est le lit qui est fait pour aboutir à un surmenage professionnel. Je n'existe pas, finalement, en dehors de mon identité professionnelle. Et puis, là, le dernier étage de ce triangle, qui est le niveau spirituel, donc par les approches d'intériorité, auto-hypnose, méditation, ou un certain nombre d'autres pratiques. Rapidement, sur les thérapies de l'inhibition de l'action, l'important, donc, c'est, vous avez compris, je pense, c'est d'utiliser l'énergie de ces hormones du stress, puisque c'est fait. L'adrénaline et le cortisol, c'est mobiliser de l'énergie pour que le sujet puisse fuir ou combattre, ou les deux. Et que si cette énergie est libérée, elle n'est pas utilisée, là, par exemple, le glucose qui augmente dans le sang avec l'adrénaline et le cortisol, qu'est-ce que ça va faire? S'il n'est pas brûlé par le muscle, ça va entraîner une augmentation de l'insuline. L'insuline fait rentrer le sucre dans les cellules, ça va être stocké sous forme de graisse, résultat, on prend du poids, etc. etc. Vous savez, ça c'est biologique. Hein. Chez l'animal, c'est tout à fait bien reproduit. Donc, je cite Laborie, bien sûr, d'autres. Vous pouvez lire ce livre vraiment, vraiment passionnant, enfin, toute sa littérature vraiment très intéressante, mais l'éloge de la fuite, par exemple, où lui, il encourage la fuite, mais dans l'imaginaire. On a vu que c'était, vous voyez, l'équilibre physiologique. Ça peut être artistique, scientifique, spirituel, sportif, dans notre vie personnelle, dans les structures sociales, enfin, tout ce qui va faire en sorte que vous n'allez pas être dans l'inhibition de l'action. Cette vision hydraulique de la physiologie des émotions au niveau de l'être humain, c'est quelque chose auquel je tiens, qui est vraiment intéressant dans beaucoup d'approches thérapeutiques, et bien mettre de la conscience sur le fait qu'on se libère de ces émotions en leur permettant de sortir. Il faut évacuer ça, mais pas en les maîtrisant. Donc tout ce qui consiste à dealer avec la peur, à accepter, être dans la pensée positive, je n'ai rien contre la pensée positive, mais le fait de ressentir un profond malaise et de se dire finalement il faut que je sois dans la pensée positive, donc non, finalement tout va bien. En fait tout va mal, mais je vais dire que tout va bien. Ça s'appelle du déni, et le fait de glisser sous le tapis une émotion qui n'est pas guérie, qui n'est pas évacuée, va très sûrement activer en permanence votre cortisol, et je pense que vos neurones hippocampiques s'en souviendront bien longtemps.
La respiration, donc, ça donne des clés. Alors, il y a plusieurs techniques, hein, la cohérence cardiaque, le pranayama du yoga, il y a plein de choses. Il est important de voir que ce n'est pas que la respiration. On voit que ça agit sur le système nerveux parasympathique, hein, cette branche du système nerveux végétatif qui va favoriser l'apaisement, qui est l'anti-stress du système nerveux végétatif, peut être activé donc, de différentes manières, par la respiration, par différents exercices, mais il est très important de travailler en même temps sur les pensées. Alors, on a vu dans notre triangle inversé que si on reste que au niveau corporel, eh ben, on sera très en aval de cette chaîne du stress et qu'on sera très peu efficace. Si en plus on travaille sur nos pensées pour justement les évacuer, les apaiser et les réguler, ce sera beaucoup plus efficace. Deux diapos sur la régulation émotionnelle. Donc c'est Tipeee, donc technique d'identification des peurs inconscientes. Ça a été mis au point en 2003 à peu près par Luc Nicon, qui est un pédagogue au départ, hein, qui maintenant ne développe plus que cette technique. C'est une approche véritablement très intéressante qu'il a montré. Alors, je vous ai mis le lien avec le site internet, vous pourrez regarder, il y a des formations pour la régulation émotionnelle pour soi, des vidéos qui ont été tournées il n'y a pas longtemps. C'est 3 heures de vidéos au moment du Covid, au début du confinement, et vous trouverez plein de ressources, un annuaire aussi avec des thérapeutes pour pouvoir réguler vous-même et apprendre à réguler, tout ça est gratuit. C'est une capacité à montrer qu'on avait tous en nous une capacité naturelle de réguler définitivement, et ça c'est vraiment un terme intéressant, nos blocages émotionnels. C'est très simple à maîtriser pour soi. Et c'est schématiquement à travers son ressenti physique et non son intellect qu'il faut rechercher l'origine des manifestations émotionnelles. Il y a globalement deux situations, enfin deux parties. Il y a la régulation en situation, c'est-à-dire que quand on est dans le feu de l'action, de l'émotion, la possibilité, la plupart du temps, parce qu'il faut fermer les yeux, donc, mais on arrive très souvent à le faire, à se centrer en fermant les yeux sur les sensations du corps et en laissant évoluer les sensations à leur rythme, se libérer de cette émotion, parce qu'il y a une empreinte sensorielle qui se libère et qui a une signature émotionnelle, qui a une signature sensorielle, pardon. Et on peut également travailler en différé, c'est-à-dire sur une ancienne peur, sur une phobie, sur une difficulté émotionnelle, quelle qu'elle soit, mais on n'est pas en situation. Et ça, il faut impérativement faire ça avec un professionnel qui a été formé à la régulation émotionnelle. C'est donc la plus efficace et la plus rapide des techniques, en tout cas de ce que j'ai pu essayer. Rapidement, donc, l'hypnose au cabinet dentaire, dans le soin, de façon générale, se décline sous 4 modes. Le mode de communication hypnotique. L'hypnose, c'est une technique de communication, et sans utiliser, par exemple, de technique de transe formelle, d'hypnose formelle, on peut tout à fait établir du lien et arriver à faire passer un certain nombre de notions et à apaiser un certain nombre de comportements et d'émotions chez un interlocuteur par des techniques de communication qui s'apprennent et qui sont relativement simples. Une fois qu'on utilise un peu plus de ressorts purement hypnotiques, on peut aboutir à une hypnose conversationnelle, ces deux-là étant relativement liés. C'est un degré supplémentaire par rapport à l'hypnose conversationnelle et un degré supplémentaire par rapport à l'hypnose, à la communication hypnotique. On peut utiliser ensuite l'hypnose formelle avec une induction et un approfondissement, une stabilisation de la transe et des techniques de travail qu'on peut faire. Il faut savoir que dans l'hypnose, dans les soins dentaires, on utilise relativement peu, et c'est surtout à 90% dans la communication hypnotique et l'hypnose conversationnelle qu'on va piocher nos ressources pour pouvoir, dans le soin de façon générale, pour pouvoir accompagner une personne. Et l'hypnose formelle est quelque chose qu'on peut utiliser finalement plus rarement, et c'est pas forcément ça qui est important, c'est surtout ces techniques de communication au quotidien. Et puis l'autonomie, maître mot aussi du travail intérieur, avec l'auto-hypnose, où on est à la fois pilote et passager de l'expérience, c'est-à-dire qu'on va se mettre soi-même en état d'hypnose. Ça également, ça s'apprend. Pour ça, il y a des tutos, des formations, on peut faire ça avec un thérapeute, enfin, il y a différentes manières d'apprendre, c'est très simple.
Rapidement, les ressorts de l'hypnose, donc il y a quelques mots-clés que j'ai mis, l'absorption de la conscience, qui va basculer en conscience hypnotique. La dissociation, c'est le corps est ici, l'esprit est ailleurs, ça c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, c'est ce qui fait une des grandes spécificités de l'hypnose, qui fait la différence avec la relaxation par exemple, même si l'hypnose utilise la relaxation comme un de ses ressorts. Donc le corps est ici, l'esprit est ailleurs, c'est vraiment très important, probablement la technique la plus puissante pour l'intégration, la relation corps-esprit, puisqu'on peut faire de la chirurgie sous hypnose, on ne peut pas faire de chirurgie sous état méditatif ou sous état de sophrologie, de relaxation. Ce qui n'enlève rien d'ailleurs à ces autres approches, qui sont tout à fait complémentaires, mais c'est pour vous montrer la puissance de l'outil hypnotique. Et puis la suggestion également, qui est un maître mot. On pourra développer ça, si vous voulez, dans les questions-réponses. Pourquoi apprendre l'auto-hypnose? Pour être autonome et pouvoir profiter de tous les bienfaits de l'hypnose à tout moment. Si vous avez une anxiété, une difficulté de vous endormir ou une douleur à 3 h du matin, vous n'aurez pas l'hypnothérapeute avec vous à joindre. Il vous aura appris des techniques embarquées pour pouvoir les appliquer à tout moment, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc apprendre à s'auto-hypnotiser, c'est très largement à votre portée. Et ça permet d'activer l'hypnose de façon générale, l'imaginaire. Dans l'imagination, il y a image, c'est analogique, on va se fier à un support, même si c'est quelque chose de dynamique, comme une représentation, comme un film vidéo, finalement. Dans l'imagination, il y a également magie, et c'est ça qui fait la magie de l'hypnose, finalement, parce que c'est extrêmement puissant. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité extérieure et les productions d'imaginaire, à condition que la production d'imaginaire soit suffisamment riche. Donc l'intérêt de l'hypnose pour le praticien et son équipe, c'est donc d'améliorer la communication. C'est une technique de communication, d'abaisser le taux de stress de façon importante. C'est une qualité de vie au travail qui est incomparable dans le soin. Ça a une efficacité thérapeutique dans toutes les spécialités. Le soin des enfants, c'est vraiment très très intéressant, puisque les enfants sont très sensibles à cet imaginaire, et quand on utilise cet imaginaire de façon on est utilisationnelle, quand on dit en hypnose ericksonienne, on arrive finalement au fil de l'eau par cette hypnose conversationnelle, l'air de rien, à avoir un contrôle sur le stress, sur la douleur de toute personne, tout patient, qu'il soit enfant ou adulte. Donc prévention du burn-out, c'est quand même le sujet de beaucoup de ce qu'on est en train de parler là aujourd'hui. Je vous laisse lire les différents items. L'harmonie au sein du cabinet dentaire, le praticien ménage sa santé physique et mentale ainsi que sa vie personnelle. Ça, c'est vraiment très important. Ce n'est pas la seule pratique, bien sûr, ce n'est pas le seul outil, mais c'est un outil, c'est un peu le couteau suisse de la thérapie. Donc l'hypnose pour le dentiste, ça s'apprend facilement, surtout à la SOP, petit clin d'œil. C'est très ludique, ça s'adapte à toutes les activités de soins, ça crée un lien très très fort avec vos patients, avec les personnes avec qui on rentre en relation de façon générale, donc professionnelle ou pas. Et l'hypnose, vraiment, ça apprend à observer, à soigner, à penser la santé autrement. Ça, c'est un élément clé. Il montre la comparaison entre auto-hypnose et méditation, on pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Un exemple de visualisation, c'est-à-dire le travail de l'imagerie mentale pure, sans presque la phase de transe, qui montre qu'on peut, ça on voit bien dans le sport par exemple, les skieurs de descente, dans la préparation mentale pour les examens, pour les compétitions de sport, pour plein de choses, pour les interventions chirurgicales, le travail de l'imagerie mentale est vraiment très important et très puissant. Vous avez plein de papiers, on pourra y revenir. Donc l'entraînement mental, un esprit non entraîné ne peut rien. C'est comme le corps, vous n'allez pas faire moins de 3 heures au marathon comme ça du jour au lendemain. C'est impossible. Pareil, le travail d'intériorité peut s'acquérir, on a du bénéfice, mais immédiatement, dès la première séance. On deviendra performant, certes, avec une routine, avec un entraînement régulier, mais voilà, il faut quand même le faire régulièrement et muscler cet accès à l'inconscient que nous fournissent toutes ces techniques d'intériorité. Une diapositive sur
sur la relation corps-esprit que les neurosciences nous ont montré. On voit très souvent, on parle de psychosomatique, mais il y a également, dans l'autre sens, une interaction entre le physique et le mental. Les femmes qui ont eu des injections de Botox au niveau du visage ont été testées, donc c'est les travaux de Richardson, et en phase de colère ou de tristesse, elles ne peuvent plus froncer les sourcils, justement, parce qu'elles ont ces modifications des muscles du visage, ou afficher un air triste, et du coup, leur cerveau est privé des signaux qui normalement atteignent donc, certaines structures, l'insula, certaines parties du cortex, où le sens est décodé. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir exprimer physiquement un certain nombre de choses va modifier le psychisme. De la même manière qu'un sourire forcé, qui soit fait par exemple, un certain nombre de personnes qui vont prendre un stylo entre les dents, ça fait un sourire forcé finalement, et ben l'humeur automatiquement va retentir par simplement la modification de quelques muscles au niveau du visage. Alors que les mêmes personnes, un autre groupe qui va tenir le stylo entre les lèvres, comme ça les empêcher de sourire, eh ben, ils n'auront pas du tout cette modification de l'humeur. Ça, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez que ça fonctionne dans les deux sens. Je vais passer rapidement sur les maladies de type, ce qu'on appelle les maladies spirituelles, ce qu'on peut appeler les maladies spirituelles, c'est-à-dire la souffrance psychique liée à la perte de sens, celle qui se situe plutôt dans ce triangle. On pourra y revenir, si vous voulez, dans les questions-réponses. C'est quelque chose que actuellement, c'est pas du tout situé. Il n'y a rien dans les livres de médecine, justement, sur les maladies qui concernent cet espace-là. On a des maladies corporelles, on a des maladies psychologiques, on a des maladies psychosomatiques ou somatopsychiques, mais ce n'est pas décrit finalement. On met ça dans une espèce de fourre-tout qui s'appelle la souffrance psychique. Et cette souffrance psychique, c'est vraiment lié à la perte de sens. Je vous renvoie aux travaux du médecin et psychanalyste Jean-Guilhem Zéry, qui a fait des travaux absolument remarquables là-dessus. Et ça, c'est lié à l'homme psychique, c'est-à-dire la surcharge cognitive de toutes les infos dont on nous balance à travers tous les médias possibles et imaginables, que ce soit les téléphones, Internet, les infos. On est hyper stimulé, hyper sollicité, multiconnecté, ce qu'on appelle l'infobésité. Vous voyez que l'oiseau de Twitter, là, il ne vole pas bien, quoi. Et tout ça nous nécessite, pour être évacué, encore une fois, dans cette vision hydraulique du psychisme humain, si on n'arrive pas à trouver une porte de sortie simple, on va utiliser des substituts qui vont faire le boulot à notre place. Mais bien sûr, ce n'est qu'un cache-misère, puisqu'à un moment ou à un autre, l'émotion n'étant pas évacuée, elle va se reproduire. Elle est là, et si elle ne sort pas, elle va absolument faire son effet en permanence. Quelle leçon pour l'avenir ? Je reprends rapidement ce triangle inversé dont je vous ai parlé. Il faut savoir qu'on ne peut rien construire de durable si on n'est pas stabilisé sur le plan émotionnel. Tout commence par le travail sur nous. Si on n'a pas évacué ses émotions, on ne peut pas compter sur le fait d'évacuer justement les difficultés de la vie qui forcément vont nous arriver. Confinement, Covid ou pas. Je veux dire, voilà, les 60% de chirurgiens dentistes et tous les gens qui ont été dans ces situations, qui sont dans ces situations de surmenage professionnel, ne peuvent compter que sur, au départ, une évacuation et un équilibre émotionnel et un travail sur soi pour pouvoir effectuer quelque chose de pérenne après dans l'avenir. Quand on parle de la peur de l'inconnu, la problématique, on pourrait se dire, c'est surtout le fait de l'inconnu. Mais en fait, non. C'est la problématique de la peur. C'est ça le problème, parce que justement, cette peur n'est pas évacuée. Donc, l'épreuve, on parle de pédagogie de l'épreuve, par exemple, du confinement, de la perte de revenus financiers, toute cette incertitude, cette peur de l'inconnu, ça permet aussi de trier nos valeurs. C'est un projecteur, il faut le voir vraiment comme un révélateur au sens d'un révélateur photographique. Au début, vous avez la pellicule photo, ça ne ressemble à rien, vous vous trempez dans un bain révélateur et à un moment, vous avez la photo qui apparaît éventuellement en haute définition. C'est exactement la même chose. Il faut pouvoir avoir la clarté d'esprit de mettre d'abord de la conscience
sur les problèmes qu'on a, nos propres problématiques, donc le travail d'inventaire en quelque sorte, pour après pouvoir mettre en place un certain nombre d'outils, bien sûr en se faisant aider, pour pouvoir réguler toutes ces émotions négatives. Qui connaît ces obstacles les renverse. Alors ça se fait avec un travail qui n'est pas dans la complaisance, hein, il ne s'agit pas de flatter l'ego et d'en faire un ami, il faut s'en débarrasser, il faut le défaire, il faut l'évacuer, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucune exception à cette règle. Je fais la comparaison avec les niveaux logiques de Robert Dills, qui est un concept de PNL, bon, le PNL c'est une sorte d'hypnose, on va dire, et finalement, dans cette grille de lecture globale, la perte de revenus financiers n'est qu'un épiphénomène. Et ce n'est pas provocateur, ce n'est pas cynique ce que je dis. On est tous pour la plupart en libéral et on sait ce que c'est que de ne pas bosser pendant 2 mois avec les charges qui courent, et même si elles sont différées, à un moment ou à un autre, elles vont arriver. Ce que je veux dire, c'est que saisissons cette chance de pouvoir faire le ménage à l'intérieur de soi, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière d'être au monde et dans sa manière le ménage dans son monde intérieur. Et en ça, c'est une chance. On va être non pas dans l'acceptation, dans la résignation, mais dans l'acceptation, c'est-à-dire passer à travers ces épreuves pour en tirer une leçon utile, une leçon créative, pour ne plus être dans l'inhibition de l'action. Actuellement, on est dans l'œil du cyclone et c'est, je ne pense pas un hasard que c'est maintenant en fait on est aux portes du déconfinement et c'est certainement maintenant qu'on va être confronté à ces vents en périphérie à 300 km/h et que si on n'est pas centré au départ, ça risque d'être effectivement assez difficile. Donc profitons finalement de cette épreuve pour ce devoir d'inventaire intérieur. Alors, la pédagogie de l'épreuve, je vous ai parlé de l'acceptation, la différence entre l'acceptation et la résignation. Si on est dans la résignation, on ne va pas du tout profiter de l'expérience. Je vais passer rapidement, juste cet item, accompagner les mutations de la vie. Les mutations, ça fait écho bien sûr à la mutation du virus, qui va nous forcer à muter également, comme lui, pour pouvoir s'adapter au milieu. C'est bien ce qu'il fait. Comme le virus doit faire comme tous les virus, il va muter pour pouvoir s'adapter à son environnement. Et bien, c'est bien ce qui nous est demandé avec la crise du coronavirus. En conclusion, si le métier de chirurgien dentiste est le plus exposé au burn-out, ce n'est pas une fatalité. C'est indispensable de pratiquer une hygiène émotionnelle régulière. Ça, c'est absolument vital, c'est capital. Et j'espère vous avoir donné certes, on les a survolés, quelques outils, quelques indications, des témoignages d'approche pour pouvoir travailler là-dessus en toute autonomie. Passez à l'action. Ne soyez pas dans l'inhibition de l'action. Fait est mieux que parfait. Donc, je vous rappelle les outils, la prévention, bien sûr, le travail sur la respiration, la régulation émotionnelle, l'hypnose, qui peut, à titre personnel et à titre professionnel, être introduite utilement dans les cabinets de dentistes, et puis toute l'approche spirituelle qui va consister à trouver du sens. Si vous voulez qu'on poursuive cette discussion à un moment ou à un autre, je vous laisse ici mon adresse mail, éventuellement on pourra échanger, partager des documents, et puis ce sera vraiment avec plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Alors, l'autre Philippe, est-ce que vous avez pu noter toutes les questions? Alors, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Il y a eu plutôt des témoignages de personnes qui étaient en état de burn-out. Donc, je pense qu'il serait intéressant, Philippe, pour les personnes qui n'ont pas fait encore d'hypnose et d'auto-hypnose, peut-être de donner quelques petits conseils, et aux personnes qui vont apprendre un petit peu tout ça un petit peu plus tard. Est-ce que tu aurais un conseil à donner sur les 3-4 jours qui restent pour se mettre déjà dans une nouvelle dynamique? Oui, déjà, le fait d'apaiser l'idée, c'est d'apaiser le mental. Alors, ça ne se fait pas comme ça. Mais déjà commencer, que ce soit une simple relaxation, le fait régulièrement il faut d'abord mettre de la conscience finalement sur notre état interne. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est déséquilibré émotionnellement, que ça ne va pas, qu'on répète toujours les mêmes schémas, les mêmes comportements.
Et le seul fait de couper toutes ces arrivées finalement d'informations au niveau visuel, au niveau donc, de la sensorialité du kinesthésique, au niveau auditif également, le fait de prendre ne serait-ce que 5-10 minutes pour s'asseoir en fermant les yeux, dans un endroit calme, donc sans bruit, avec une température agréable, et simplement se caler, par exemple, sur une fonction respiratoire, sur une fonction physiologique comme la respiration, par exemple. Simplement mettre de la conscience dessus, le souffle qui rentre, qui sort, etc. Ça, c'est de nature véritablement à apaiser le mental et tous les intermédiaires qui vont transporter et qui vont supporter le stress à travers le corps. Vous pouvez faire ça, une simple visualisation de bien-être. Vous pouvez songer par exemple à un lieu agréable, que ce soit un lieu réel dans votre enfance par exemple, pendant des vacances, ça peut être un lieu imaginaire, ça peut être un mix des deux, et vous retrouvez donc dans ce coin agréable, et par l'activation de l'imaginaire, je vous dis, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité, vous activez votre imaginaire dans ce lieu agréable, et il y aura des conséquences physiologiques immédiates, tout de suite. Alors, elles sont peut-être au départ, elles ne vont pas s'inscrire dans le temps, mais la répétition va faire en sorte que votre muscle de l'imagination, l'accès à votre inconscient va être de plus en plus facile, ça va être de plus en plus agréable. Et on ne parle même pas de techniques d'hypnose, de techniques de méditation, etc. Prenez un moment pour vous, pour recentrer vous sur vous. Voilà, il y a une petite question. Les nouvelles normes qu'on va nous imposer, de porter un masque FFP2, des visières, toutes ces contraintes qu'on va avoir, est-ce qu'il y a une approche qu'on pourrait avoir en amont pour pouvoir mieux intégrer tout ce qu'on va nous imposer? Vous voyez comment, je crois que c'est ce devoir, cette nécessité déjà de mettre de la conscience sur son mode de fonctionnement. C'est difficile de donner un exemple précis. Il faut véritablement faire en sorte qu'on voit quel est notre mode de fonctionnement, par exemple avec les patients, avec toute la charge mentale qu'ils vont également amener dans les cabinets dentaires en consultation. Et il est vraiment important déjà de faire en sorte qu'en quelque sorte, on devienne imperméable à ces charges. C'est la différence entre la sympathie et l'empathie. La sympathie, c'est vraiment le fait de se faire impacter émotionnellement par la souffrance du patient qui est en face de nous. Et ça peut être souffrance ou le déséquilibre émotionnel. Ça peut être quelqu'un qui est en colère. Par réaction, on va être en colère. Donc, je crois que c'est surtout les nouvelles normes ne vont faire que déstabiliser peut-être un mode de relationnel qui est déjà peut-être à la base déséquilibré. Mmh. Alors, certains de nos confrères posent la question, comme on va avoir ce nouvel équipement, certains patients sont un petit peu effrayés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rassurer nos patients? L'humour, déjà, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ça déballonne, c'est un très bon anti-stress. Essayer de transformer finalement l'épreuve en quelque chose qui peut être ludique. Quand je dis ludique, c'est par exemple vis-à-vis des gamins. On peut utiliser la dérision, par exemple. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle, on pose un peu le principe d'évocation. C'est-à-dire que si on se focalise sur quelque chose, c'est quelque chose qui naturellement va s'amplifier. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, vous y allez y penser forcément, même si je ne vous ai dit de ne pas y penser. Si tout le monde est crispé sur le virus, sur la visière, si j'ai bien mis le masque, si j'ai bien fait ceci, cela, ça va être de nature à véritablement, mécaniquement, ça va amplifier le stress autour de ça. Donc, c'est le principe c'est faire diversion, et même pour vous en tant que praticien, et évoquer des sujets autant que possible, légers. Bon, il faut que ce soit bien sûr congruent avec la situation, mais ce sont les techniques d'hypnose conversationnelle. Vous n'allez pas
passer toute la consultation à parler du risque du déconfinement et du problème du coronavirus dans le monde, quoi. Sinon, ça va mettre tout le monde à genoux. Faire diversion, parler d'autres choses, des vacances. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement? Qu'est-ce que vous avez fait d'intéressant pendant le confinement? Qu'est-ce qui a été agréable finalement pour vous? Il n'y a personne. Beaucoup de gens vont dire oh non, rien, ça a été l'enfer. Personne va dire non, vous n'êtes pas resté chez vous pendant 2 mois avec même pas une seconde ou une minute d'un moment qui est sympa, qui a été sympa. Ah ben si, finalement, j'ai fait ceci, cela. Voilà. Arriver à les amener tranquillement au fil de l'eau, sur le mode, c'est pour ça qu'on appelle ça l'hypnose conversationnelle, les amener à se focaliser sur autre chose que leurs problèmes, que leurs peurs, que leurs craintes du virus ou de quoi que ce soit. Et c'est pareil pour vous, parce que pour vous, en tant que praticien, si vous décidez déjà, il y a une anticipation anxieuse, mais dans toutes les situations comme ça, une anticipation anxieuse, on se dit, mais comment vont être les patients, il y a tout ce système-là à mettre en place. Si déjà vous arrivez avec un niveau de stress qui est à 90 sur 100, il est probable que ça va s'amplifier au moment où vous allez voir le patient en direct, quoi. Donc, il est vraiment indispensable de laisser faire. On ne peut pas changer ce qui nous arrive. Mais par contre, on peut, et c'est la seule chose qu'on puisse faire, c'est changer la manière dont on va le vivre, nous. C'est-à-dire, si vous décidez qu'effectivement, ça va être l'enfer, la sortie du déconfinement, il y a de fortes chances que ce soit comme ça, parce que c'est ce que vous l'avez dit, vous l'avez décrété. C'est-à-dire, vibratoirement, intérieurement, vous avez déjà mis en place toutes les conditions pour qu'effectivement, ce soit l'enfer, que ça se passe mal. Si par contre, vous le prenez à la cool, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, et ce n'est pas le gros relâchement, c'est simplement se faire une raison et de se dire que c'est comme ça et se focaliser autant que possible sur des choses positives. Déjà, le niveau de stress diminue de façon très importante. Et les papiers de neurosciences auxquels je faisais référence, et il y en a plein d'autres, montrent que justement, que ce soit sur la douleur, sur le stress, en IRM fonctionnel, l'attente d'un événement difficile allume certaines structures du cerveau, du système qui appartiennent au système limbique, dont déjà le fonctionnement de l'amygdale, avant même que le problème ait eu lieu. Donc, s'il y a une anticipation anxieuse, vous êtes déjà dans l'anxiété, en fait. Donc, l'idée, c'est de vous focaliser sur quelque chose d'agréable. Ok. On nous demande, est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? Sur quoi? C'est pas précisé, mais c'est sur l'organisation, un livre qui pourrait nous préparer à ces changements? Alors, il y a beaucoup. Alors, si vous voulez apprendre l'hypnose, l'auto-hypnose, il y a pas mal de ressources qui existent il y a des bouquins pour apprendre l'auto-hypnose, par exemple. Alors, il y a un livre que j'aime bien d'un auteur, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Bertrand Piccard, celui qui a fait Solar Impulse, qui est le psychiatre suisse, qui a beaucoup travaillé quand il était psychiatre. Maintenant, il ne fait plus trop de psychiatrie, mais il a beaucoup travaillé avec l'hypnose. Et il a écrit un de ses bouquins, c'est Changer d'altitude, où il parle justement de le terme de pédagogie de l'épreuve, je le tiens de lui. Et c'est comment on peut arriver avec les événements difficiles à faire en sorte, rappelez-vous, c'était dans la diapo sur la résilience, c'est les gens qui sont résilients qui justement vont faire de ces événements difficiles, vont arriver à les accepter au sens où ils vont tirer l'essence utile de l'expérience pour pouvoir évoluer et pour pouvoir progresser. Et c'est bien ça qui nous est demandé dans cette situation particulière du Covid et de la pandémie. Alors, c'est les membres de la SOP qui vont répondre. On demande s'il y aura des replays, je suppose. Oui, il y aura des replays. À partir de demain, ce sera visible sur le Facebook. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut libérer des micros si vous voulez. Je vais permettre, hop, si les gens veulent poser leurs questions peut-être directement plutôt que sur le chat, parfois ça peut aider aussi. N'hésitez pas à réactiver votre micro si vous voulez poser une question ou à lever la main. Il y a des petites icônes qui permettent de donner.
Philippe, tu as juste abordé à un moment l'alimentation. Est-ce que tu aurais des conseils d'alimentation à nous donner pour nous préparer? À éviter tout ce qui va est pourvoyeur d'acidité. Finalement, toutes les fritures, pas trop manger le soir parce qu'on sait très bien le fonctionnement de la physiologie que les aliments du soir, surtout quand ils sont assez riches, vont s'accumuler pendant la nuit et provoquer une forme de corrosion au niveau de pas mal de structures. Donc, plutôt manger léger, ça c'est déjà c'est quelque chose qui est intéressant. Et aussi également une bonne hydratation. Ça, c'est valable pour tous les organismes. Le fait d'être déshydraté, justement, on parle de burn-out. Qu'est-ce qui éteint le mieux le feu? C'est l'eau. Oui, bonjour. Moi, j'ai déjà testé l'hypnose il y a 2 ans, après le décès de mon mari. Et j'ai fait une dizaine de séances. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Après, j'ai vu une psychologue, donc je ne voulais pas avoir les deux en parallèle. Mais l'auto-hypnose, non, j'ai même jamais trop pensé. Il m'en avait parlé au départ, mais je ne suis pas allée à l'auto-hypnose. Oui, c'est une très bonne approche pour pouvoir justement s'autonomiser. Vous faites ça, justement, on parlait de Bertrand Piccard, mais si vous regardez, il y a pas mal de reportages, vous pouvez trouver ça sur YouTube, où il montre sa technique de mise en auto-hypnose avec le poing serré en regardant son pouce. Et il a fait ça, il dormait, à l'époque, il a fait aussi le tour du monde en ballon il y a quelques années. Il dort, je crois, 20 minutes, enfin il se met en auto-hypnose 20 minutes toutes les 4 heures, je crois. Donc, il ne fait pas de nuit parce qu'il pouvait pas, comme il n'y avait pas de pilote automatique à bord du Solar Impulse pour des raisons technologiques, il récupérait comme ça. On dit que 20 minutes d'auto-hypnose bien menées sont l'équivalent de 4 heures de sommeil. Dis-moi, Philippe, qu'est-ce que tu recommanderais pour la gestion des émotions, justement? Eh ben, les outils dont je vous ai parlé. Je n'ai pas de baguette magique. Moi, je vous encourage vraiment, on va être très pragmatique. Regardez, pour ceux, donc, si vous ne connaissez pas la régulation émotionnelle Tipeee, je vous ai mis l'adresse, c'est Tipeee Pro, je crois que c'est tipeee.pro, www.tipeee.pro. Ouais, j'ai noté l'adresse. Ouais. Voilà. Donc, tu regardes et par exemple, il y a 3 vidéos d'1 heure sur apprendre à réguler ses émotions en totale autonomie. C'est-à-dire, il n'y a pas plus simple pour le faire soi. C'est-à-dire, les gamins dans la cour d'école à 8 ans, quand ils ont appris à réguler, on les voit, hop, ils ont une contrariété, hop, ils s'arrêtent, ils ferment les yeux, ils régulent, ben, ça va super vite, 10 secondes, même pas, hop, ils repartent. C'est un super outil. Vraiment, voilà, des trucs rapides, faciles qui marchent et définitifs. C'est en plus, alors, pour aller plus loin là-dessus, vous avez un annuaire des thérapeutes. S'il y a de la régulation émotionnelle à faire sur des problématiques donc pas à chaud, mais qui nécessitent donc ce qu'on appelle en différé. Il y a un annuaire, il y a même des consultations bénévoles qui existent. Il y a plein de ressources. On estime à peu près qu'il y a 100 000 régulations émotionnelles par mois qui sont effectuées dans le monde. Ah ouais. Donc ça, c'est une bonne… Voilà un premier outil extrêmement simple. En parallèle, je proposerais vraiment les approches d'apprentissage de l'auto-hypnose pour soi, pour un travail, je dirais, plus en profondeur. Ouais, ça, je pratique un petit peu déjà. D'accord. Voilà déjà 2 outils très pratiques. Et puis la respiration, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous à notre niveau, à différents niveaux, où il y a toujours un moment où on se sent submergé par une émotion. Et en fait, ma question, elle était un petit peu, c'est pas une recette, mais comment on fait pour mettre une pause, si tu veux, avant de réagir? On se voit bien. Bah, écoute, tu régules. Moi, c'est ce que je fais maintenant que je fais ça. Excuse-moi. Maintenant que je fais ça, depuis plusieurs années, pareil, la neurochirurgie, il y a des fois, on va dans des zones de haute pression, de stress, y compris pendant l'intervention, avec un risque vital, etc. Et je sais pas mal de fois où
où j'aurais pu me faire complètement balayer par l'intensité du moment, en fait, et des approches justement de gestion du stress, et je me suis connecté à des ressources intérieures qui sont arrivées. Alors au début, quand j'étais plus jeune, elles sont arrivées comme ça, et elles n'étaient pas activées, mais depuis que j'ai mis de la conscience dessus et que je les travaille activement, ça n'a absolument rien à voir. D'accord. Voilà. C'est un entraînement. Encore une fois, l'esprit entraîné ne peut rien. Donc, mais avec, par exemple, la régulation émotionnelle, c'est quelque chose que tu regardes les vidéos, tu le fais, essaye tout de suite, ça marche. Bon, je te remercie, Philippe. C'était passionnant. Super. Oui, je voulais juste dire un petit mot. Bonjour Philippe, bravo encore pour cette présentation. On n'a pas été déçus, parfaitement intéressant. Merci pour ta coopération avec la SOP qui maintenant dure depuis combien? 6, 7 ans? Je ne sais plus. Un petit peu moins, mais oui, 4 ans. 4 ans, d'accord. Juste une petite question. Est-ce qu'on peut faire de l'auto-hypnose sans le savoir? Oui, c'est l'activation de l'imaginaire, en fait. On parle de l'hypnose, mais l'hypnose, c'est simplement une manière, c'est un état naturel. C'est une manière différente de faire fonctionner son cerveau. Quand on est dans la Lune, c'est un état, peut-être pas d'hypnose, mais de transe en tout cas. Il y a une fixation de l'attention, on laisse aller notre imaginaire un peu, pof, et puis après on revient. Par exemple, le fait d'être dans la Lune, c'est déjà spontanément, c'est d'ailleurs probablement une forme qu'a trouvé le cerveau pour évacuer une petite quantité d'énergie dont il a besoin de se séparer. Et si on veut faire un travail plus construit, effectivement, là, il faut appliquer des protocoles un peu plus complets, mais oui, probablement qu'on fait de l'auto-hypnose sans le savoir, mais quand on met de la conscience dessus et qu'on va le faire volontairement, délibérément, en suivant des techniques, en suivant la manière dont fonctionne le cerveau, on est beaucoup, beaucoup plus efficace. Tu as évoqué donc dans des gestes chirurgicaux très complexes, tendus, cette ressource que constitue l'hypnose. Quelle expérience tu as, tout à fait à l'opposé, de la chirurgie utilisant des télémanipulateurs? La chirurgie utilisant un télémanipulateur. Vous pratiquez ça quand même en neurochirurgie également? Ouais. Je veux dire, mais pour quel… Parce que tout à fait à l'opposé, c'est l'assistance chirurgicale par des systèmes très performants, par exemple dans des chirurgies comme en urologie. Ouais. Mais ça ne se substitue pas, ça ne remplace pas. Ce que je veux dire, la puissance du cerveau humain et des capacités peuvent être complémentaires ou aller plus loin. C'est ça. C'est ça. On est bien d'accord. C'est Ce sont deux voies différentes. On ne peut pas avoir d'émotion. C'est un peu l'envers. Enfin, toute médaille a son revers. Et la créativité humaine, effectivement, est beaucoup plus sensible que le robot au stress, à l'échec. C'est ce qu'on appelle ça, ce qui est bien montré en neurosciences, c'est l'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'on sera beaucoup, beaucoup plus stressé de perdre 20 € que de gagner 20 €. Ça, c'est toujours, l'être humain est fait comme ça. Et donc, de façon générale, tout ce qui va nous enlever quelque chose, nous créer du stress, justement, a tendance à s'amplifier par rapport à une émotion positive, par exemple, qui va être plutôt accueillie sans qu'on puisse capitaliser dessus, quoi. Donc la différence, effectivement, il faut que ce soit quelque chose de complémentaire, utiliser toute la technologie et nous recentrer sur la gestion des émotions, parce que c'est ça qu'on a à faire avec notre métier, déjà pour nous, mais également avec nos patients. C'est bien d'être un bon technicien, c'est important, mais si on veut être un praticien complet, on ne pourra pas faire l'économie d'une communication harmonieuse avec le patient, et ça passe obligatoirement par une gestion des émotions, et en premier lieu, de nos émotions à nous. Donc ça revient toujours au travail sur soi. C'est ça qui est intéressant, que ce soit avec l'hypnose, c'est développer, je vous ai parlé donc de l'intérêt, c'est développer la dimension psychologique du métier de dentiste, de soignant de façon générale. On s'aperçoit que quand nous, on change, tout change autour de nous. C'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que c'est immédiat. Ok. Je laisse la parole à Philippe Fourmont. S'il y a d'autres questions. Philippe, quelqu'un demande s'il y a un livre sur les biais cognitifs à conseiller.
Sûrement, j'ai pas de référence à vous citer là comme ça, mais il y a beaucoup de littérature sur les neurosciences et apprentissage, neurosciences et prise de décision. Il y a Daniel Kahneman, par exemple, système 1, système 2. Vous verrez qu'il y a dans ces. J'ai pas de. Comme ça, il n'y a pas de référence. Peut-être envoyer. Mais c'est tout l'interface entre les neurosciences et la spiritualité, par exemple, et la méditation. Je vous dis, les prises de décision, le cognitif, il y a beaucoup de choses qui sortent actuellement, en termes de bouquins ou en termes d'articles. Les travaux, vous pouvez regarder aussi Richard Davidson, qui est dans l'université, c'est un Américain, l'université de Madison. Il a fait beaucoup de travaux sur l'IRM fonctionnel, et pas mal des diapos que je vous ai montrés illustraient les résultats de ces travaux, avec les connexions entre l'amygdale et le cortex frontal, en particulier avec la méditation. Écoute Philippe, après nous avoir expliqué beaucoup de choses, on pourrait peut-être passer à des travaux pratiques. Est-ce que tu pourrais nous présenter une petite séance d'hypnose pour nous préparer? Voilà, bon, je pensais finir là-dessus d'ailleurs. Si vous avez, il n'y a pas d'autres questions, donc on peut passer à la... Oui, je pense qu'on a fait le tour et puis nous avons à 17h une autre conférence pour un cycle. Donc, on pourrait totalement finir sur une séance qui nous permettra d'aborder la rentrée du 11 plus zen. Ok. Alors, je vais couper pour qu'il y ait de toute façon, on ferme les yeux souvent. Je vais couper la vidéo, la mienne en tout cas. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Alors, je vous propose de vous installer confortablement, si possible, couper toutes les sources sonores, en particulier les téléphones, et voilà, mettez-vous dans un endroit où vous êtes au calme. Et puis, on va pouvoir démarrer cette séance basée sur l'objectif de retrouver à tout moment et en toutes circonstances le calme et la sérénité intérieure. Dans cette période particulière, soyez assurés que le corps et l'esprit vont passer un bon moment. Donc prenez tout le temps qu'il faut pour bien vous installer. Et croisez les jambes, vérifiez que vous êtes bien posé sur ce siège. Prenez conscience de toutes les sensations du corps. Le corps qui se positionne au mieux pour profiter de l'expérience. Vous descendez tranquillement au centre de vous-même. Voilà. Comme ça. Les bras, les jambes relâchées, le dos agréablement détendu. Laissez le corps être à l'ici ce que l'esprit est au maintenant. Et je me demande quelle partie du corps va se détendre en premier. À tout moment de cette séance, vous pouvez bouger si vous en ressentez le besoin. Peut-être que certains mots que je dirai ne vous sembleront pas destinés. Alors votre esprit saura tout à fait les laisser partir, pour ne garder que ce qui est utile pour vous, que ce qui vous concerne, que ce qui vous intéresse. Prenez quelques respirations profondes. Soyez présent au parcours de l'air dans le corps. La respiration. Très bien. Laissez-vous bercer par le rythme profond et tranquille de l'inspire et de l'expire. Pour le moment, seul compte ce va-et-vient du souffle, immuable depuis votre naissance, en arrière-plan de tous vos faits et gestes, un mouvement de vague calme et tranquille. À mesure que le souffle s'apaise, votre détente s'approfondit et devient encore plus agréable, avec cette impression de flottement ressentie par moments.
À chaque fois que vous inspirez, vous vous sentez inspiré pour changer les choses à l'intérieur de votre vie. À chaque fois que vous soufflez, vous amplifiez encore 2 fois plus ce sentiment que vous êtes capable de vous débarrasser de tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser, tout ce qui n'est pas utile. À un moment, il est possible que les yeux aient envie de se fermer, si ce n'est pas déjà fait. Durant cette séance, je vais juste vous guider pour ce voyage au centre de vous-même. Ma voix vous accompagne. Elle vous guide sur un chemin qui se dessine de lui-même. Ma voix comme l'eau qui accompagne les poissons, tout en leur laissant la liberté de la direction, du mouvement, et qui les porte, les protège, en assurant la sécurité. Ensuite, ça se fera tout seul, facilement, en douceur. Prenez le temps de laisser les flots des pensées s'atténuer. Laissez-les aller et venir. Elles se posent, se déposent, et finiront par partir. Des pensées légères comme des nuages. Aucune d'elles ne retient particulièrement votre attention. Ces pensées s'estompent de plus en plus, deviennent encore plus légères et imprécises. Car pour l'instant, seul vous importe cette détente bienfaisante et ce confort qui s'amplifie. Vous êtes bien centré sur la respiration. Peu à peu, les choses vont devenir de plus en plus floues autour de vous. L'environnement est flou. Les pensées sont floues. Ma voix est floue et lointaine. Les contours des images s'effacent tandis que les sons deviennent de plus en plus feutrés. Les formes disparaissent. Les capacités à retrouver la sérénité intérieure s'installent tellement facilement. Le cerveau en a tellement besoin que ça se fait tout seul, si vous faites confiance. Vous ne savez pas que vous savez que la lumière est déjà là, à chaque respiration un petit peu plus proche de vous. Et ce sourire intérieur qui s'allume, si subtil. Ne faites rien d'autre que de laisser le corps et l'esprit se détendre. Il est maintenant possible de réaliser que tout est possible à réaliser. Et à mesure que s'installera cette détente, qui est la porte d'entrée sur l'état hypnotique, le cœur s'apaise, de même que la respiration. L'inconscient s'ouvre peu à peu. Si ce n'est pas déjà fait, laissez les paupières se fermer tranquillement. C'est comme si la partie du cerveau qui produit l'état d'hypnose ouvrait progressivement des vannes. Est-ce que l'hypnose a une couleur ? Est-ce que quelque chose peut ne pas avoir de couleur ? L'esprit inconscient sait-il quelle est la couleur de l'hypnose ? Quelle est la musique ou les sons produits par l'hypnose quand il déploie sa bienveillance dans l'esprit, quand il déploie son bien-être dans le corps ? Vous avancez sur un sentier, votre sentier intérieur. À chaque pas que vous effectuez, vous prenez tout votre temps pour sentir que les sensations de l'hypnose s'approfondissent. L'esprit et les pensées de plus en plus libres et inspirées. Ce confort cotonneux qui s'accroît autour du corps. Une respiration de plus en plus tranquille et sereine. Vous glissez à l'intérieur de vous-même. Laissez cette hypnose s'approfondir toute seule, à chaque respiration. L'hypnose, c'est la manière qu'a trouvé votre esprit pour se simplifier, pour aller vers l'unité, l'unité intérieure, une unité silencieuse, faite d'un silence fertile et bienveillant.
Je vais vous laisser tout le temps qu'il faut pour approfondir encore cet état d'hypnose, et votre inconscient trouvera le niveau de transe suffisant pour effectuer cette libération que vous êtes venu chercher. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Il est l'heure qu'il est, à l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Chacun d'entre nous est à la même heure, mais à un endroit différent. Et pourtant, si on prend un peu de recul, nous sommes tous sur la même terre. Et à l'échelle de l'univers, finalement, nous sommes tous au même endroit. L'hypnose va vous révéler les secrets de votre univers. Et dans univers, on entend univers. Et la question est, est-ce qu'on est tous univers ou est-ce qu'on vient de cet univers? De quel endroit venez-vous? Si vous venez d'un endroit, c'est que forcément, quelque part, il y a un envers. Et peut-être que notre quête n'est pas la quête de l'endroit, mais la quête de l'envers. Où est la clé de cet endroit? Si je dis clé, c'est qu'il y a porte. Et s'il y a porte, il y a verrou. Entendez bien le mot verrou. Vers où? Et la clé dans le verrou, c'est ouvert. Car d'un côté, c'est ouvert et de l'autre côté, c'est verrou. Peut-être qu'il va falloir ouvrir ce verrou pour trouver l'ouverture qui va vous permettre de passer de l'endroit à l'envers. Et comme ça, la porte s'ouvre sur votre espace intérieur. Le seul but de notre monde est de nous permettre d'éliminer nos émotions négatives. On ne change pas le monde. La seule chose qu'on peut faire, c'est se changer soi-même dans le monde. Le but est de trouver le meilleur de ce qu'on est. Et chacun a ce meilleur à l'intérieur de lui. Souffre et souffle, c'est la même chose, c'est le même mot, la même origine. On utilise son souffle pour éliminer ce qui souffre en soi. Pour éliminer ces émotions, celles qui ne sont pas agréables, il faut les regarder. Regardez ces émotions qui vous agitent. Et quand elles seront vues, elles partiront définitivement. Ne pas les voir est une façon de les protéger. C'est parce qu'elles ne sont pas vues qu'elles persistent. Quand elles sont vues, vous les laissez s'échapper à l'extérieur de votre esprit. Vous les laissez se dissoudre. Vous allez les mettre en solution. Vous apportez des solutions pour les dissoudre. Tout ce à quoi vous résistez persistera. Mais tout ce que vous acceptez peut guérir. Encouragez l'acceptation de vous-même et non le jugement. Ne pas avoir de jugement. D'ailleurs, le jugement, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'écouter. Préférez-vous être heureux ou avoir raison? À l'image d'un cristal qui laisse passer la lumière sans résistance. Le calme intérieur survient quand on s'est libéré de ses émotions négatives. Chaque fois qu'on a des émotions négatives, on fait résistance. On résiste à la guérison. Et on ne s'autorise pas à aller mieux. Prenez ces émotions négatives, poussez-les hors de vous. N'en soyez plus les victimes. Vous en débarrassez comme ça. Fini, dehors. Utilisez la manière qui vous conviendra. Et si vous ne savez pas, demandez à votre inconscient. Si vous ne savez pas comment faire pour vous en débarrasser. Peut-être à l'expiration, à chaque fois que vous soufflez. Peut-être en les visualisant sous forme d'un objet que vous lancez au loin. Continuez à inspirer pour vous sentir inspiré. Retrouvez la sérénité, la paix intérieure, celle où tout est simple, tout est lisse, tout est calme comme la surface d'un lac.
Faites confiance à cette sagesse qui se situe à l'intérieur de vous. Retrouvez à tout moment cette paix profonde. Vous êtes calme, totalement calme. Mettez de côté ce qui vous empêche d'être encore 2 fois plus apaisé. L'inconscient aime les choses simples. Le corps a besoin d'un changement rapide. À chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez activer cette intelligence guérisseuse qui est en vous. Votre esprit inconscient, votre esprit qui continue à s'apaiser. Cette respiration qui l'aide également à s'apaiser 2 fois plus facilement. En soufflant, vous expulsez le surplus, tout ce qui n'est pas nécessaire. Je vous propose un petit exercice très simple qui va vous permettre de calmer immédiatement toutes les émotions que vous souhaitez apaiser. Ça s'appelle le bien-être à volonté. J'aimerais que vous fermiez la main droite en serrant le poing. Et en même temps que vous le faites, toutes les émotions pas agréables, celles dont vous souhaitez vous débarrasser, se concentrent dans ce point fermé, ce point serré. Prenez tout le temps qu'il faut pour laisser se concentrer les émotions dans ce point. En quelques secondes, vous allez ressentir une augmentation soudaine et immense du bien-être, en ouvrant le poing, instantanément. Vous retrouvez le calme et la paix intérieure en libérant ces émotions. Maintenant, sentez tout ce bien-être et cette sérénité se répandre 2 fois plus, 2 fois mieux. Très bien. Maintenant, imaginez que la prochaine fois, ce calme sera 2 fois plus profond. À partir de maintenant, et aussi longtemps que vous le voudrez, il vous suffira de serrer le poing droit pour faire remonter à la surface toute cette quantité d'émotions qui s'agitent à l'intérieur de vous. Serrez à nouveau le poing, concentrez le maximum d'émotions négatives dans cette main. Au compte de 3, vous allez desserrer le poing et constater l'efficacité du processus. 1, 2, 3. Desserrez le poing et sentez tout ce soulagement remonter en vous instantanément. Plus vous utiliserez cet exercice et plus fort et durable sera le résultat bénéfique. Pour finir, nous allons faire un ancrage, c'est-à-dire l'installation d'un processus au niveau du corps qui vous permettra tout de suite, immédiatement, à tout moment, de retourner tout seul en état d'hypnose, très facilement. Pour cela, je vous propose de choisir sur une partie du corps un endroit où vous allez placer un petit interrupteur en 2 positions, ouvert ou fermé. Vous pouvez le placer peut-être sur la main, l'épaule, la hanche ou l'avant-bras, peu importe. Cet interrupteur vous permet de retourner facilement en état d'hypnose. Cet état agréable est tellement naturel, quand vous le souhaitez. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement avant d'aller dormir et améliorer ainsi largement votre sommeil. Vous pouvez aussi tout simplement vous en servir pour profiter d'une bonne relaxation quand vous en ressentez le besoin. Quelques minutes, voire même quelques secondes, suffisent pour se sentir complètement détendu. Utilisez cet interrupteur régulièrement. Par expérience, je connais l'impact tellement important de cet ancrage dans la vie d'une personne. Pour l'instant, il est en mode off, parce que vous êtes détendu et relâché plus que jamais. Vous allez imaginer ensuite des milliers de câbles qui vont sortir de cet interrupteur et se connecter à tous les muscles, tous les nerfs, toutes les fibres du corps, ainsi qu'à la partie de votre esprit qui vous permet d'atteindre l'état d'hypnose. Et à chaque contact, tout se détend et se relâche encore plus profondément. Donc, position off, état détendu, simplement présent. Position on, complètement relâché dans un état d'hypnose qui s'installe confortablement dans le corps et l'esprit, comme ça. Répétez plusieurs fois la procédure pour ancrer cet interrupteur. Je vais me taire quelques instants pour vous laisser faire l'expérience de cette détente très agréable par vous-même.
Vous pourrez par la suite, dans les jours, semaines et mois qui viennent, petit à petit le faire de manière parfaitement autonome. Il suffira de continuer à l'utiliser régulièrement pour en conserver tous les bénéfices. Remarquez comment, avec la pratique, vous êtes de plus en plus capable d'obtenir cet état rapidement, facilement et profondément, et en parfaite autonomie. Cette facilité à vous centrer. Je vais vous laisser quelques instants en silence pour vous laisser complètement intégrer ce nouvel état intérieur, cette confiance retrouvée, cette puissance sereine et bienveillante qui vous sera à tout moment à partir de maintenant, dans les heures, les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent, totalement accessible. Vous décidez de revenir tranquillement à un état très simple. Gardez tout ce qui est utile dans cette expérience, qu'elle vous accompagne joyeusement dans les heures, les jours, les mois, les années qui viennent. Et ce que vous ne savez pas que vous savez, c'est que votre inconscient est capable de vous amener jusqu'au bout de votre objectif avec succès facilement. À tout moment, vous pourrez retrouver facilement cet état d'auto-hypnose grâce à votre interrupteur. Et par le point droit, à tout moment, vous vous libérez des émotions négatives. Vous allez pouvoir maintenant, tranquillement, à votre rythme, revenir dans l'ici et le maintenant. Vous ressentez petit à petit le contact de votre corps avec le siège et l'endroit où vous vous êtes installé pour cette séance. Vous commencez à bouger. Vous ressentez le contact du sol sous vos pieds, l'air, la température de la pièce. Très bien. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Vous ouvrirez les yeux et retournerez dans votre état normal en vous sentant merveilleusement bien, parfaitement reposé. 1, vous prenez une grande inspiration. 2, vous pouvez souffler. Et à 3, vous revenez dans l'ici et le maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. C'était extraordinaire. Et je remercie également Philippe Fourmont-sur-Bled pour cette entraide. Et je vous souhaite un excellent week-end. Nous devons malheureusement laisser la ligne pour l'endodontie. Et donc, bon week-end et bonne reprise à tous. Merci à tous. Merci Catherine. Au revoir. Au revoir.